Sept heures à Libreville au Gabon. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information matinale sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Direction la Côte d'Ivoire en ouverture de ce journal. L'artiste africain emblématique et haut en couleur, roi de la rumba congolaise, Papa Wemba, est mort sur scène ce dimanche au petit matin à l'âge de 66 ans. Face au public ivoirien, le fils de Kassai s'est écroulé 20 minutes après le début de sa prestation FEMUA 2016. Après s'être effondré en plein concert à Abidjan, la capitale économique où il participait bien sûr, comme je le disais à l'instant, à la 9e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Amouambo. Roland Diakou s'en fait l'écho. Le chanteur congolais Papa Wemba, 66 ans, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche après un malaise survenu sur scène à Abidjan où il participait au Festival des musiques urbaines d'Anoumabou, en abrégé FEMUA. Papa Wemba, légende de la musique congolaise, est mort à 5 h du matin. Son décès est survenu 20 minutes après qu'il eut chanté 3 morceaux de son riche répertoire. Dans un communiqué, le commissariat général du FEMUA a exprimé sa profonde tristesse et présenté sa condoléance à la famille de l'artiste et au monde de la culture. Avec le guitariste virtuose malien Vieux Farka Touré, fils du légendaire Ali Farka Touré, Papa Wemba, 47 ans de carrière musicale, était l'un des artistes africains de renom invités de la 9e édition du FEMUA 2016, première grande manifestation culturelle après l'attentat qui a fait 19 morts mi-mars dans la station balnéaire de Grand Bassam. Le père de la rumba congolaise a connu ces dernières années quelques ennuis de santé, selon des sources proches des organisateurs du festival. La ville de Korogo, au nord du pays, proche des frontières du Burkina et du Mali, deux pays victimes d'attaques djihadistes, aurait dû accueillir les festivaliers ce dimanche, dernier jour de la manifestation. Un programme annulé en raison de la mort surprise de l'artiste. En Guinée équatoriale, la population votait dimanche dans le calme pour une présidentielle qui devrait voir la réélection sans coup férir du chef de l'État Teodoro Obiang-Nguema au pouvoir depuis 1979 et face à lui, 6 autres candidats se réclamant d'une opposition muselée par le régime. Julie Kendo pour les précisions. 7 candidats sont sur la ligne de départ pour la présidentielle dans ce pays hispanophone, très riche en hydrocarbures et peuplé d'1 million d'habitants. Au total, 332 040 électeurs sont inscrits sur les listes électorales de ce petit État pétrolier d'Afrique centrale. Le grand favori est le président Teodoro Obiang-Nguema, qui est au pouvoir depuis 37 ans. Âgé de 73 ans, il est le candidat du parti au pouvoir, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDGE, soutenu par une coalition de 10 formations politiques. Ses adversaires sont pour certains de nouveaux venus en politique, les autres n'ayant que très peu de poids sur l'échiquier national. Parmi ces 6 candidats figure Bonaventura Monzui Asumu du parti de la coalition sociale et démocrate, Carmelomba Bakale de l'Action populaire de Guinée équatoriale et Avilino Mokache Mehenga de l'Union du centre droit. 3 candidats sans étiquette complètent la liste. Les résultats sont attendus le 28 avril. À la dernière présidentielle en 2009, Obiang-Nguema, doyen des chefs d'État africains par la longévité au pouvoir, avait obtenu 95,13% des suffrages. Selon les observateurs, le score du scrutin de dimanche sera dans la même proportion, surtout qu'aucun des 6 adversaires du candidat sortant n'a un réel poids politique. Initialement prévu en novembre, le scrutin a été avancé au 24 avril par décret présidentiel sans explication officielle. En débutant la campagne de sa réélection, le président Obiang-Nguema avait prévenu les Équato-Guinéens que ceux qui ne voteraient pas pour lui opteraient pour le désordre. Direction l'Afrique de l'Est, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar s'est exprimé sur le renvoi sans cesse de son retour à Juba, situation qui le contraint à dépasser la date prévue par l'accord de paix signé le 26 août dernier. Roland Diakou s'en fait l'écho. Arrivé à l'aéroport de Gambela, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar a affirmé ne pas avoir reçu samedi l'autorisation gouvernementale d'atterrir à Juba, manquant ainsi la date limite fixée par la communauté internationale pour son retour dans la capitale du Soudan du Sud, où il doit devenir vice-président en vertu d'un accord de paix. Selon des diplomates, la vérification par des observateurs internationaux de la quantité d'armes emportées par le garde rapproché du chef rebelle, mesure réclamée par le gouvernement de Juba avant le retour de M. Machar, avait été faite. We had planned, led by
Nous avions prévu d'aller à Djouba au plus tard samedi. C'est pourquoi 2 avions étaient prêts à nous y emmener. Je croyais que les autorisations d'atterrissage avaient été obtenues. Mais visiblement, non. Riek Machar est en fait attendu depuis lundi à Djouba pour rendre effectif l'accord de paix signé le 26 août 2015, mais son retour a été sans cesse repoussé. Je ne vois pas pourquoi je devrais demander une autorisation d'atterrissage. Je rentre à la maison et je devrais demander une autorisation d'atterrissage. Le Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, a plongé dans la guerre civile en décembre 2013, où des combats ont éclaté au sein de l'armée nationale, minés par des dissensions politico-ethniques alimentées par la rivalité Kiir-Machar, faisant des dizaines de milliers de morts et plus de 2,3 millions de déplacés. Le président sud-africain Jacob Zuma a entamé dimanche une visite d'État en Iran en vue de renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays. Il s'agit d'une première visite d'un président sud-africain en Iran depuis la révolution islamique de 1979. Judith Koendo s'en fait l'écho. Le président sud-africain Jacob Zuma est en visite en Iran, une première d'un président sud-africain depuis la révolution islamique de 1979. Un déplacement officiel de 2 jours en vue de renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays. L'Iran occupe une place particulière dans l'histoire sud-africaine. L'Iran était au premier rang dans la lutte contre le régime d'apartheid, en affichant sa solidarité avec le peuple sud-africain et en coupant ses liens avec le régime d'apartheid. Selon des médias iraniens, les deux pays ont signé 8 accords de coopération dans des domaines tels que le commerce, l'industrie, l'agriculture, les ressources en eau et l'industrie pétrolière. Par ailleurs, Pretoria envisage de construire une raffinerie de pétrole pour traiter le brut iranien. Les deux nations auraient aussi appelé au renforcement de la coopération en matière de renseignement dans la lutte contre le terrorisme. Le président iranien Hassan Rouhani, en accueillant son homologue sud-africain à Téhéran, a affirmé que le peuple d'Iran a toujours été proche du peuple sud-africain dans son combat contre l'apartheid. Nelson Mandela s'était rendu dans la capitale iranienne en 1992 après sa sortie de prison. Le président Zuma, qui doit se rendre mardi dans l'une des villes historiques d'Iran, a invité son homologue iranien à venir en Afrique du Sud dès qu'il le pourrait. Le nouveau gouvernement du Premier ministre élu du Cap-Vert, vainqueur des législatives de 20 mars, a prêté serment à Praia et la cérémonie de prise de fonction du nouveau gouvernement s'est déroulée à la présidence de la République en présence du chef de l'État, José Carlos Fonseca. 12 ministres ont prêté serment à la présidence de la République du Cap-Vert en promettant de remplir loyalement leurs fonctions. Le président Fonseca a évoqué lors de la cérémonie de prestation de serment une occasion d'évaluer les responsabilités de la nouvelle équipe et recommander des mesures urgentes pour accélérer la croissance économique. La croissance économique est sans aucun doute le plus grand défi que le gouvernement aura, parce que les mauvais résultats de ces 7 dernières années ont eu des effets négatifs sur l'emploi et les revenus des familles. Nous nous sommes fixés comme objectif de créer 45 000 emplois en 5 ans, ainsi que de réduire considérablement la pauvreté en ayant une approche différente. Il a énuméré d'autres priorités comme la création d'un environnement des affaires plus favorable et la lutte contre la criminalité dans cet archipel d'Afrique de l'Ouest, considéré comme un modèle de démocratie en Afrique. La prestation de serment du nouveau gouvernement vient donc mettre fin à la cohabitation provoquée par l'élection en 2011 du président Fonseca dans ce régime semi-parlementaire où l'exécutif est dominé par le Premier ministre. Au Maghreb, précisément en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui dirige le pays d'une main de fer, et son ministre de l'Intérieur ont promis la fermeté et de la police et de l'armée à la veille des manifestations prévues à l'appel des mouvements d'opposition laïque et de gauche ce lundi 25 avril pour une journée fériée commémorant la restitution du Sinaï au Israël. Oh, le lancement n'est pas bon. J'essaie de corriger, mais ça ne va pas. Reviens.
Direction le Maghreb en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi qui dirige le pays d'une main de fer et son ministre de l'Intérieur ont promis hier la fermeté de la police et de l'armée à la veille de manifestations prévues à l'appel de mouvements d'opposition laïque et de gauche. Ce lundi 25 avril, jour férié commémorant la restitution du Sinaï par Israël en 1982. Les précisions dans ce reportage. Lundi 25 avril, jour férié commémorant la restitution du Sinaï par Israël en 1982, plusieurs mouvements laïques et de gauche ont appelé à manifester contre la politique du gouvernement, prenant prétexte, selon les experts, de la rétrocession controversée il y a 2 semaines de 2 îles de la mer Rouge, Tiran et Sanafir, à l'Arabie Saoudite. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est monté au créneau en promettant la fermeté à la veille de ces manifestations. Je vois qu'il y a des gens qui appellent à nouveau à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'Égypte. Notre responsabilité est de protéger la sécurité et la stabilité des institutions. Et je promets aux Égyptiens que personne ne les terrorisera encore. C'est de la responsabilité de la police et des forces armées. Depuis 2013, toute manifestation non autorisée par le ministère de l'Intérieur est interdite. Les mouvements contestataires, essentiellement de jeunes, ayant mené la révolte populaire de 2011 qui chassa Hosni Moubarak au pouvoir, ont annoncé qu'ils braveraient cette interdiction. Depuis 4 jours, la police multiplie les arrestations préventives, notamment lors de rafles dans le centre-ville, dénoncées par des ONG et un collectif d'avocats. Plus de 40 000 personnes ont été emprisonnées depuis, selon les ONG, et des centaines, dont Mohamed Morsi, condamnés à mort dans des procès de masse expéditifs qualifiés par l'ONU de sans précédent dans l'histoire récente du monde. Restons en Égypte où il y a quelque temps, pour avoir de l'eau dans son village, Azmeyoum, une femme de 27 ans, devait frapper à la porte de ses voisins au moins 10 fois par jour avec un seau dans un pays où les conditions de vie se sont largement dégradées depuis l'éviction d'Hosni Moubarak à la tête de l'État. Aujourd'hui, grâce au clic d'internautes, elle a enfin un robinet dans sa cour et Armel Djengogoun donne les précisions. Habitant dans un hameau à 200 km au sud du Caire, en Égypte, où l'eau est un vrai trésor à la portée de certains privilégiés, Azmeyoum a enfin un robinet dans sa cour. Ça fait une grande différence maintenant. Combien de fois je devais aller chez les voisins et je ne les trouvais pas. Je trouvais la porte fermée ou alors ils étaient en train de manger. À 27 ans, cet Égyptien doit son salut au ClickFunding, un concept lancé en Égypte par la start-up Bassita via un projet de l'UNICEF. C'est le web user qui peut déclencher le fulfillment, la réussite de la cause. Donc ce qu'on dit au web user, c'est un concept extrêmement simple, extrêmement cool. Juste en cliquant, en partageant ou commentant une vidéo ou toute une campagne Facebook, parce qu'en fait on a la capacité de suivre toute une campagne, pas juste une vidéo, eh bien il permet à une cause d'être résolue. Pour recevoir une aide quelconque, Bassita lance une campagne sur Internet et une fois un certain nombre de clics atteints, le sponsor s'engage à financer un projet. En 3 jours, une vidéo diffusée sur Internet par Bassita a été visionnée plus de 2 millions de fois, occasionnant un mois plus tard la connexion en adduction d'eau d'une centaine de foyers. Le Mozambique a reconnu avoir dissimulé plus d'1 milliard de dollars de dette au Fonds monétaire international, a indiqué samedi l'institution. L'aveu du Mozambique intervient après une rencontre entre le Premier ministre mozambicain Carlos Augustino de Rosario et la directrice du FMI, Christine Lagarde. Les précisions dans ce reportage de Judith Cohenot. Le FMI avait suspendu son aide à Maputo après avoir découvert que le pays lui avait caché l'existence d'une dette. L'institution avait en conséquence décidé d'annuler la mission de ses équipes qui devaient se rendre dans le pays pour évaluer les comptes publics et donner leur feu vert au versement d'une nouvelle tranche de prêt. Les autorités mozambicaines ont reconnu qu'un dépassement d'un montant d'1 milliard de dollars de dette externe garantie par le gouvernement n'avait pas été dévoilé au fond, a fait savoir samedi Michel Lazare, chef de la mission du FMI au Mozambique, dans un communiqué. Saluant cet aveu, Michel Lazare a affirmé qu'il constituait un premier pas important vers la restauration de la confiance entre les deux parties. Cet aveu intervient après une rencontre cette semaine entre le Premier ministre mozambicain Carlos Augustino de Rosario et la directrice du Fonds monétaire international Christine Lagarde. Rappelons toutefois qu'en décembre 2015,
Le FMI avait octroyé au Mozambique une ligne de crédit de 282,9 millions de dollars versée par tranches successives en contrepartie de mesures d'économie. Un premier prêt de 117,9 millions avait été aussitôt débloqué pour aider le pays à faire face à la chute des cours des matières premières qui plombait ses recettes. C'est ce plan d'aide que le FMI vient de suspendre. Une autre d'environnement dans ce journal, une association sud-africaine de protection des primates a secouru samedi près de 60 singes déshydratés et sous-alimentés après avoir reçu une ordonnance d'un tribunal lui permettant d'enlever les animaux du centre où ils se trouvaient, au nord de Johannesburg. Ahmed Jumbogo pour les précisions. Les centres de réhabilitation sont construits afin de permettre à un grand nombre de singes en captivité de suivre un programme de réintroduction dans la nature. Actuellement, plus de 500 singes sont hébergés dans des centres et plusieurs nouveaux orphelins arrivent chaque année. Mais il arrive parfois que certains responsables de ces établissements ne s'occupent pas de ces primates comme il le faut. Ils sont dans un état terrible, sous-alimentés. Je crois que si on avait attendu encore une semaine ou plus, beaucoup d'entre eux seraient morts. Ils seront envoyés dans un sanctuaire où ils seront suivis pendant 3-4 semaines par des vétérinaires. Dès qu'ils auront repris assez de force, nous déciderons quoi faire. Pour Tania Mayberg, membre d'une association sud-africaine de protection des primates, de telles négligences à l'endroit de ces singes doivent faire l'objet de sanctions exemplaires car faisant partie des espèces protégées et menacées d'extinction, à l'exemple des gorilles dont le nombre s'élève désormais à 250 dans le monde entier. Sport football, l'ancien attaquant d'Auxerre et de Nantes, Denis Oliech, a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière internationale sous les couleurs du Kenya. Michel Zueyi s'en fait l'écho. Toute belle histoire a une fin. Une page se tourne au sein de la sélection du Kenya. Denis Oliech, international depuis 2002, a décidé de prendre sa retraite après 14 ans de bons et loyaux services. L'ancien joueur d'Auxerre ne portera plus le maillot du Kenya, dont il est le meilleur buteur de l'histoire, avec 34 réalisations en 66 compétitions. Son principal fait d'armes restera son but victorieux contre le Cap-Vert, qui avait permis au Kenya de se qualifier pour la CAN 2004 et de renouer avec la compétition pour la première fois depuis 1990. Mais malheureusement, Denis Oliech laisse son pays sur une mauvaise note, car il faut le préciser, le Kenya est déjà éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Toujours en sport hors du continent africain, le défenseur de Liverpool, Mamadou Sakho, a été remplacé temporairement par l'Ivoirien Kolo Touré en attendant les résultats des examens. Ce dernier fait l'objet d'une enquête ouverte par l'UEFA pour une possible infraction au code antidopage. Michel Zueyi. Le défenseur de Liverpool, Mamadou Sakho, a été écarté du groupe durant une certaine période. Le club anglais a annoncé que ce dernier fait l'objet d'une enquête visant une possible infraction au code antidopage ouverte par l'UEFA. Contrôlé positif à l'occasion d'un test antidopage effectué, le défenseur des Reds Devils a décidé en accord avec son club de ne pas jouer pendant la durée de l'enquête menée. Selon un média français, il aurait consommé un produit pour brûler des graisses dont il ne connaissait pas la composition. Mais tout en restant prudent, le même média reste sous réserve en attendant les résultats des examens complémentaires de Mamadou Sakho afin de se prononcer clairement sur l'affaire. En attendant donc le verdict définitif concernant ce dossier, le footballeur d'origine sénégalaise Mamadou Sakho a été donc remplacé samedi par l'international ivoirien Kolo Touré contre Newcastle lors de la 35e journée de Premier League. Tout porte à croire que dans le cas de Sakho, cette affaire risque tout de même de lui faire manquer l'Euro 2016 avec l'équipe de France. La Fédération internationale de football a décidé de la création d'un comité de surveillance qui va désormais veiller sur les conditions des travailleurs souvent victimes d'abus sur les sites de construction de la Coupe du Monde 2022. Des précisions de Mamadou Niang. Un comité va être créé pour surveiller les conditions de travail sur les stades construits au Qatar pour le Mondial 2022. Objet de critiques récurrentes, a annoncé vendredi le président de la FIFA, Gianni Infantino, au terme de sa visite dans le petit émirat du Golfe. Infantino, qui visitait le Qatar pour la première fois dans ses nouvelles fonctions, a une nouvelle fois écarté l'hypothèse d'un retrait de la compétition à cet état. Évidemment, la Coupe du Monde aura bien lieu au Qatar en 2022, a-t-il rassuré. Les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers sont l'un des volets de cette polémique, d'où l'annonce de la création du comité de surveillance. La composition de ce nouvel organisme, qui sera dirigé par la FIFA, devrait inclure des personnes de tous les secteurs
de la société civile, a précisé l'instance suprême du football mondial dans un communiqué. Cette proposition a été favorablement accueillie par les plus hautes autorités qataries, a ajouté Infantino. Fin mars, Amnesty International avait publié un rapport dénonçant des abus flagrants et systématiques contre une centaine de travailleurs étrangers qui aident à construire les stades au Qatar. La FIFA va renforcer ses efforts dans la surveillance afin d'assurer la protection des droits des travailleurs sur les sites de construction du mondial, a détaillé le grand patron du football mondial. Et pour finir, dans le cadre du 7-7 News, votre émission hebdomadaire d'actualité, le fait de la semaine était consacré à la disparition de l'artiste africain emblématique, roi de la rumba congolaise, Papa Wemba. L'entretien, c'est juste après ces transitions. Dimanche, les Ivoiriens s'étaient donc réveillés avec la rumeur de sa disparition. Certains croyaient même au dernier poisson d'avril de l'année, mais à la mi-journée, la confirmation de la mort du roi de la rumba avait provoqué une onde de choc qui a ébranlé tout le continent. Roland Djako, on imagine la tristesse des artistes congolais, particulièrement tous ceux qui ont pu côtoyer Papa Wemba, et au-delà, les artistes africains, mais également des artistes qu'il aurait pu côtoyer dans l'Hexagone et sur le continent européen. Alors, Carnot, il faut préciser que Koffi Olomide ce matin était comme un enfant à qui on a retiré son plus beau cadeau de Noël. Il était vraiment abattu, il était très triste. Il faut suivre son interview. On sent quelqu'un qui était non seulement proche de Papa Wemba, mais qui a aussi appris de cet homme, de ce grand homme qui a tout donné pour valoriser la rumba congolaise, la musique congolaise, la culture congolaise à travers le monde. Il n'y a pas seulement des artistes qui sont affectés, il y a des hommes des médias, notamment Yves Zorbo Junior, qui lui aussi s'est prononcé sur la disparition subite de Papa Wemba. Il y a les organisateurs de cet événement qui eux aussi sont des artistes, notamment Assalfo Traoré et sa team, qui sont affectés, abattus par la disparition de Papa Wemba. Il y a aussi d'autres artistes qui sont venus rehausser de leur présence cet événement, notamment Charles Dipanda, Toufan du Togo et bien d'autres artistes encore. Tous sont abattus parce que Papa Wemba était, quand il était considéré comme l'un des doyens de la musique africaine et qui se retrouvait du côté de Femua avec le fils d'Ali Farka Touré. Donc voilà les deux ténors, les deux géants qui étaient à cet événement. Et si l'on s'en va, on comprend tout de suite que la génération nouvelle, celle qui était aussi aux côtés de Papa Wemba, qui espérait justement clore ce Femua tout en beauté avec la manière de chanter de Papa Wemba, avec son savoir, comme on avait l'habitude de l'appeler, le rossignol congolais, avec sa manière tout à fait particulière à lui de pouvoir drainer du monde et de donner du plaisir sur la scène. Malheureusement, c'est pas le cas. On démontait la scène du Femua aujourd'hui à Noumabou avec beaucoup de tristesse. Il n'y avait pas cet engouement qu'il y a eu à l'entrée de cet événement et on comprend pourquoi. On espère que les enquêtes vont nous donner des raisons véritables de la chute de Papa Wemba sur la scène. Une image d'ailleurs qui n'est pas trop bien à regarder, mais malheureusement, le monde entier a vécu ça. C'était ce matin à 5 h. Alors, Sampé Wemba, lorsque une icône de la musique africaine s'en va comme ça, c'est un peu tout le continent qui est ébranlé, je l'ai dit, mais il y a aussi quand même quelques conséquences sociales qui peuvent surgir, notamment sur le plan en ce qui concerne les populations, les mélomanes, ceux qui ont suivi l'artiste, et peut-être sur le plan politique, parce que les messages lancés par Papa Wemba, et tout comme tout autre artiste, ont on va dire, des relents politiques également. Bien sûr, Papa Wemba, comme disait Roland Djako, c'est une icône. Aujourd'hui, il n'y a pas en Afrique un seul pays, une seule ville, une seule famille où on ne peut écouter Papa Wemba.
il n'y a pas un seul dirigeant qui ne soit capable de dire qui est Papa Wemba. C'est toute une génération, c'est même une page de l'histoire africaine, au même titre que Kuti Fela, au même titre que Franco, au même titre, certainement le dira un jour, de Pierre Akedengue, ou encore enfin, il y a des musiciens comme ça, effectivement, qui, par leur talent, mais aussi par leur engagement social et politique, ont eu un impact. Papa Wemba a souvent eu des positions tranchées. Il s'est souvent exprimé sur les questions politiques. Il s'est souvent exprimé sur les différentes crises congolaises qui l'ont même amené d'une certaine façon à s'exiler. Parce qu'il estimait que dans son pays à lui, au Congo, il n'avait plus la possibilité de pratiquer cette musique. Parce que c'est une musique de paix. Et effectivement, à une époque, effectivement, tout le monde, tous ceux qui pratiquaient de la musique ou qui étaient capables d'influencer ou d'impacter sur les populations pouvaient être menacés. Papa Wemba s'est exilé très rapidement en Europe. Il a vécu en France, en Belgique, etc. Il a voulu revenir dans les dernières années de sa vie sur son continent, mais il n'a jamais retrouvé, malheureusement pour lui, au Congo, la paix qu'il avait connue quand il était enfant, quand il était adolescent. Donc Papa Wemba, effectivement, c'est une icône qui s'en va. On ne dira pas qu'il est autant apprécié qu'il avait la carrière d'un chef d'État. On dira en tout cas que c'était un homme qui a marqué de son empreinte l'histoire de l'Afrique. C'est une page de l'Afrique qui se ferme. Beaucoup de générations se reconnaissent en Papa Wemba. Notre génération, à nous, elle est beaucoup plus jeune par rapport à la musique qu'il a faite. Et tout le monde se souvient de Maria Valencia, avec ses couleurs qui rayonnaient, qui repassaient et qui ont donné justement de l'envie à beaucoup de notre génération de faire de la musique, de faire de la rumba et même de s'habiller d'une certaine façon. Donc Papa Wemba, ce n'est pas rien, quoi. C'est vraiment, on a eu l'habitude de voir en Europe des chefs d'État, notamment en France, qui s'expriment lorsque des hommes d'une certaine carrure s'éteignent. On se souvient aux États-Unis, la mort de James Brown, la mort de Ray Charles, la mort de Michael Jackson. Ça a amené les chefs d'État, les présidents américains à s'exprimer. En France, on se souvient de François Hollande et Nicolas Sarkozy qui se sont exprimés à chaque fois que des artistes s'éteignaient. Donc il est normal que des chefs d'État africains s'expriment sur la disparition de Papa Wemba. Il est tout à fait normal aussi de penser que la population peut être traumatisée, non seulement à cause des images qu'elle a vues sur les antennes, ces images qui sont passées et repassées pour annoncer effectivement le décès, mais on sait aussi que ça peut avoir un impact, j'ai envie de dire, négatif, parce que ça peut amener peut-être beaucoup de personnes à avoir, je me permets de dire ça, des cauchemars ou avoir beaucoup plus de tristesse. Donc, tout le monde doit pouvoir s'exprimer sur la question, sur la mort de Papa Wemba. Ce n'est pas rien. Donc vous appelez notamment les chefs d'État, en tout cas les hommes d'État. Non, ce n'est pas moi qui les appelle. Moi, je pense que nécessairement, à cause de l'influence de Papa Wemba dans l'histoire sociale et politique du continent et de son pays, le Congo, les hommes d'État vont nécessairement s'exprimer. Voilà, c'est sur cet entretien que se referme cette édition d'information. Merci d'avoir été les nôtres. Bonne suite des programmes sur Canal 7.